Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre opinion sur Diama TV. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir M. Abdoulaye Bademba Diallo. Il est juriste et publiciste, écrivain, auteur du livre intitulé Regard à la République, publié aux éditions Innov de Guinée. Il est aussi essayiste. Il a publié tout récemment une tribune intitulée Les ongles du mal d'une Guinée qui s'enterre. Il est aussi ancien assistant au parquet de la répression des infractions économiques et financières en République de Guinée, la GRIEF. Donc, avec ce monsieur, nous allons discuter autour de cette question importante, cruciale. Pourquoi la Guinée n'a pas encore les dirigeants qu'elle mérite? Bonsoir, monsieur Diallo. Oui, bonsoir, M. Cissé. Merci de répondre à l'invitation de Diama TV. C'est un honneur pour moi d'être invité sur ce plateau pour discuter des questions essentielles qui concernent la République de Guinée. Parfait. Alors, je m'en vais vous poser la première question. D'où les dirigeants guinéens tirent leur légitimité en dehors de l'élection nationale et locale? Est-ce dans l'alliance populaire, dans le mouvement de soutien ou dans le tournoi de football au nom du FAMA? Merci beaucoup pour cette question bateau. D'abord, pour répondre à votre question, je vais commencer par le thème qui a été choisi pour ce débat d'aujourd'hui. Et je dirais d'abord, depuis son ascension à l'indépendance, la Guinée s'est trouvée prisonnière d'un paradoxe historique aux conséquences dévastatrices. Berceau d'une civilisation riche et terre des ressources abondantes, ce pays aurait dû être une étoile montante du continent africain. D'abord, historiquement, la Guinée, brisant le joug colonial dès 1958, s'est positionnée comme un symbole de résistance et d'émancipation, comme le disait le président Sékou Touré. Cependant, cet élan de souveraineté n'a pas été accompagné d'une maturation politique. Politiquement, la situation de la Guinée a été le théâtre d'une succession de régimes qui, au lieu de renforcer les institutions et de favoriser l'émergence d'une élite dirigeante éclairée, ont souvent privilégié la répression. Mais aussi économiquement, la malédiction des ressources a frappé la Guinée de plein fouet. Possédant l'un des sous-sols les plus riches du continent, le pays aurait pu utiliser cette manne pour construire une économie diversifiée et prospère. Mais aussi, de l'autre côté, socialement, la fracture entre une élite accaparant les rênes du pouvoir et un peuple aspirant à un leadership authentique s'est progressivement élargie. Pour répondre toujours à cette question, je dirais plutôt la légitimité des dirigeants en Guinée et, de manière plus générale, devrait être le fruit d'un pacte social fondé sur le respect des institutions républicaines et l'adhésion collective à un projet de société. Toutefois, la réalité est souvent bien différente. En Guinée, cette légitimité, vous n'êtes pas sans savoir, est fréquemment construite sur des bases artificielles. D'une part, l'alliance populaire est parfois manipulée, transformée en un spectacle orchestré pour légitimer un pouvoir en place. D'autre part, le soutien des mouvements politiques, souvent monnayés, devient une simple formalité destinée à donner une façade démocratique à des régimes autoritaires. En fait, l'instrumentalisation d'événements populaires tels que les tournois de football, comme vous venez de mentionner dans votre question bateau, oui, au nom du FAMA, ne fait que masquer la gratuité des projets politiques en substituant la culture du culte de la personnalité à une véritable construction étatique. Alors, justement, le FAMA, avant d'arriver au pouvoir, il est animé de bonne volonté, d'une sympathie extraordinaire. Mais une fois qu'il y arrive, il devient, selon ce qu'on observe, il devient autoritaire, voire dictateur, en utilisant parfois la répression pour y rester longtemps. Comment expliquez-vous, M. Diallo, ce phénomène politique en Guinée? Oui, vous savez, une fois au pouvoir, les dirigeants deviennent autoritaires, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais l'autoritarisme qui s'empare de certains dirigeants une fois au pouvoir s'inscrit dans une dynamique bien connue, celle de la peur de perdre le contrôle du pouvoir. Ce phénomène que nous pourrions appeler la dérive autocratique
peut être analysée à travers un grand auteur qui a écrit un ouvrage depuis les années 1500, Étienne de la Boétie, notamment dans son ouvrage Discours de la servitude volontaire, qui explique comment les peuples, par habitude et résignation, finissent par accepter la tyrannie, oubliant leur propre liberté. En Guinée, les dirigeants issus des urnes, bien qu'élus démocratiquement, sont tentés de consolider leur pouvoir par des moyens répressifs. Lorsque leur légitimité populaire s'effrite, le processus démocratique devient alors un simple simulacre. De notre côté, les dirigeants arrivés au pouvoir par les armes, n'ayant pas de légitimité populaire, recourent dès le départ à la force pour maintenir leur autorité. Tel est le cas actuel de la République de Guinée. Pour eux, la violence et la répression ne sont pas des options parmi d'autres, mais bien le fondement même de leur légitimité. Alors, malheureusement, en Guinée, les intellectuels et les élites qui sont censés aider le peuple justement à comprendre la manœuvre machiavélique de ces dictateurs ou sanguinaires, c'est eux-mêmes qui applaudissent ces dictateurs lorsqu'ils arrivent au pouvoir. Comment expliquez-vous cela? Allô? S'il vous plaît, veuillez répéter votre question, je n'ai pas très bien saisi. Donc, je disais que face à ces dictateurs, on voit les intellectuels et les élites qui sont censés expliquer la manœuvre machiavélique justement de ces dictateurs-là. Ils se permettent par contre à applaudir ces dictateurs-là lorsqu'ils arrivent au pouvoir. Comment expliquez-vous cela, M. Diallo? Allô? Allô, oui? Oui, vous êtes on dirait dans un bunker, je n'ai pas très bien saisi la question. Donc, je dis, comment expliquez-vous l'attitude des élites, les intellectuels guinéens? Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous reçois, mais quand vous parlez, c'est comme si vous étiez dans un bunker. Ça répète, je n'arrive pas à comprendre bien. Vous m'entendez? Oui. Voilà. Donc, je dis, comment expliquez-vous l'attitude des intellectuels et élites guinéennes, eux qui sont censés aider la population guinéenne à pouvoir cerner la manœuvre machiavélique justement de ces dictateurs? Ils se permettent, par ailleurs, de les applaudir une fois qu'ils arrivent au pouvoir. D'accord. Vous savez, l'attitude des élites et des intellectuels guinéens qui soutiennent souvent des régimes dictatoriaux trouve sa source dans une conjonction de facteurs, le manque de patriotisme, la précarité économique et une certaine forme de résignation. Ce soutien ne peut s'expliquer que par un renoncement aux idéaux de justice et de démocratie qui devraient animer toute élite digne de ce nom. D'une part, le manque de patriotisme s'est traduit par une déconnexion des élites par rapport aux souffrances du peuple. Loin de se voir comme les gardiens de la nation, certains intellectuels préfèrent vendre leur conscience pour un poste, un avantage matériel ou une illusion de sécurité. Mais cette situation est le reflet d'une crise des valeurs où l'intérêt personnel prend le pas sur l'intérêt général en Guinée et où la peur de l'avenir conduit à une acceptation de l'inacceptation. En applaudissant le dictateur, ces élites sacrifient leur devoir moral sur l'autel du confort temporaire, trahissant ainsi leur mission première, celle d'éclairer la nation et de la guider vers un avenir meilleur. Monsieur Diallo, est-ce que ce n'est pas cela qui explique aujourd'hui la corruption endémique qui gangrène la société guinéenne? Oui, la corruption, c'est un problème vraiment très, très dangereux en Guinée, parce que la corruption en Guinée, c'est enraciné au cœur de la société, devenant non seulement un mode de vie, mais aussi un outil de gouvernance. Ce phénomène résulte d'un État faible, où les institutions sont détournées pour servir des intérêts privés au détriment du bien commun. Dans un tel contexte, l'absence de transparence et la faible capacité de l'appareil judiciaire à sanctionner les comportements déviants favorisent la prolifération de la corruption à tous les niveaux. Il s'agit d'un cercle vicieux. La corruption engendre la méfiance envers les institutions, ça c'est un fait connu de tout le monde, ce qui à son tour pousse les individus à recourir à des pratiques illégales pour garantir leur sécurité et leur prospérité. Mais aussi, la précarité économique exacerbée par des décennies de mauvaise gouvernance force de nombreux citoyens à chercher de
des moyens illicites pour subvenir à leurs besoins, normalisant ainsi la corruption. Cette endémicité de la corruption est également renforcée par un système éducatif déficient. Alors, vous parlez de le système éducatif qui est déficient. Alors, justement, le système éducatif, les écoles, en l'occurrence les universités, elles sont capables aujourd'hui de former les intellectuels ou les élites guinéens capables de réfléchir d'eux-mêmes. Mathématiquement parlant, la réponse est non. Malheureusement, les écoles et universités guinéennes, dans leur état actuel, échouent à former des esprits critiques et autonomes. Nous-mêmes, nous sommes issus de cette forme d'éducation. Le système éducatif guinéen est miné par de nombreux problèmes: manque de ressources, programmes obsolètes, absence de formation continue pour les enseignants, un environnement académique souvent politisé plutôt que de promouvoir la pensée critique. On y favorise l'apprentissage par cœur et la conformité au détriment de l'analyse et de l'innovation. Les étudiants qui sortent de ce système sont souvent incapables de remettre en question les paradigmes existants ou de proposer des solutions novatrices aux défis auxquels le pays est confronté. Mais aussi, cette situation, vous n'êtes pas sans savoir, est d'autant plus préoccupante que le développement d'une nation repose sur la capacité de ses élites à réfléchir indépendamment, à innover et à prendre des décisions éclairées. Alors, M. Diallo, on voit souvent lorsque le Fama arrive au pouvoir, lorsque le dirigeant, vous m'entendez? Oui, je vous ai. Oui, voilà, allez-y. lorsque le dirigeant arrive au pouvoir, qui avait donné le sentiment auparavant qu'il est là pour tous les Guinéens, à un certain moment, il change le fusil d'épaule en utilisant les appareils répressifs de l'État, en l'occurrence l'armée, pour réprimer justement la population. Alors, cette armée aujourd'hui, est-ce que dans l'avenir, est-ce qu'on aura une armée professionnelle et républicaine? Bon, merci pour cette question. Je viens de sortir d'une formation en droit de la défense et de la sécurité nationale. Bon, pour bâtir une armée véritablement professionnelle et républicaine en Guinée, il est essentiel d'aborder la question sous deux angles: celui de la sécurité nationale et celui de la formation et de la qualification des forces armées. Premièrement, il faut reconnaître que la sécurité d'un État ne repose pas uniquement sur la force militaire, mais sur la confiance et la coopération entre les citoyens et leurs institutions. Une armée qui inspire la crainte plutôt que le respect est une armée vouée à la répression plutôt qu'à la défense des intérêts nationaux. L'une des alternatives pour atteindre cet objectif est de réformer le recrutement et la formation militaire en Guinée, en se concentrant sur des critères de mérite et non sur des critères ethniques ou politiques. Il est impératif d'instaurer des programmes de formation rigoureux qui intègrent non seulement les compétences techniques et stratégiques, mais aussi les principes des droits humains et de déontologie militaire. Par ailleurs, il est crucial de renforcer le contrôle civil sur les forces armées en s'assurant que celles-ci restent sous l'autorité d'un dirigeant élu démocratiquement. Une professionnalisation de l'armée ne peut se faire sans une modernisation des équipements, une amélioration des conditions de vie des militaires et une politique claire de réinsertion des militaires à la fin de leur service. Alors, M. Diallo, vous l'avez dit tout de suite concernant les élites et les intellectuels guinéens qui sont incapables de réfléchir d'eux-mêmes, n'ayant pas un esprit critique. Est-ce que tout de même, nous avons en Guinée des élites ou les intellectuels qui sont quand même prêts à défendre les intérêts du peuple contre vents et marées? Bon, la réponse est naturellement oui. Moi-même, je suis dans un cercle de réflexion nommé Intelligentsia 3.0, coordonné par un de mes confrères amis et aînés qui s'appelle Mamoudou Diakité. La réponse est oui. Il existe en Guinée une nouvelle génération d'élites porteuses d'espoir et déterminées à défendre les intérêts du peuple, quelles que soient les difficultés. Ces élites, bien qu'elles soient souvent marginalisées et confrontées à des obstacles considérables, sont animées par un profond sens du devoir, un engagement inébranlable envers la justice sociale et la démocratie. Vous savez, dans l'histoire de chaque individu, comme dans celle des nations, il existe des moments d'opportunité, des instants décisifs où le cours des événements semble suspendu, prêt à basculer vers la grandeur ou l'échec. Ces moments, souvent imprévisibles, sont comparables à une marée montante, une force irrésistible de la nature qui,
si elle est saisie avec discernement et courage, peut propulser vers des sommets insoupçonnés. Mais vous savez aussi, dans les affaires humaines, comme le disait William Shakespeare, la fortune n'est jamais le fruit du hasard, mais plutôt celui d'une intelligence qui sait reconnaître les signes du destin et d'une volonté résolue à agir lorsque le moment est venu. Pour prendre un exemple en Guinée des élites qui pourraient parler, qui pourraient subvenir aux besoins de la population, qui sont des cadres intègres des élites, je vais prendre mon cher aîné qui s'appelle Gibril Magasuba, qui est magistrat à la Cour des comptes en Guinée. Vous savez, nos ennemis des grands hommes et des grandes nations résident dans leur capacité à anticiper et à s'adapter aux vagues du changement. Il ne s'agit pas simplement de réagir aux événements, mais de les dévancer, de les modeler à son avantage. Cette attitude proactive qui consiste à prendre le contrôle de son destin plutôt que de le subir est ce qui distingue ceux qui atteignent la fortune de ceux qui sont laissés sur le rivage. Il faut également comprendre que ce moment d'opportunité ne sont jamais garantis de se répéter. Bien sûr, alors il existe naturellement des élites qui pourront, dès aujourd'hui et demain, qui pourront naturellement servir la République de Guinée. Alors, ces élites-là, vous dites quand même, il y a quand même des élites, certes, et elles sont minoritaires. Est-ce que vous pouvez nous les citer nommément? Celles qui refusent aujourd'hui de se laisser instrumentaliser par le pouvoir. Bon, vous savez, la grandeur ne sourit qu'à ceux qui sont prêts à l'accueillir. Elle récompense l'audace, l'intelligence stratégique et la capacité à se projeter dans l'avenir avec confiance. Ignorer ces instants privilégiés, c'est se condamner à une existence d'insignifiance, j'allais dire, tandis que les autres, plus perspicaces et plus résolus, s'élèveront vers les auteurs que la vie leur offre. Le secret du succès réside donc dans la capacité à reconnaître et à saisir des opportunités montantes pour en faire le levier de son ascension. La Guinée n'a pas encore les dirigeants qu'elle mérite parce qu'elle n'a pas encore trouvé le chemin de son propre renouveau. Tant que la nation n'aura pas surmonté ses divisions, réformé ses institutions et insufflé un esprit de responsabilité et de vision à ses élites, elle continuera d'errer à la recherche d'un leadership capable de le guider vers l'avenir qu'il mérite. Il est temps que la Guinée redécouvre l'essence de son histoire, qu'elle réaffirme son ambition et qu'elle se dote des dirigeants à la hauteur de ses aspirations. Alors justement, ces leaders, les personnes que vous appelez ou qualifiez leaders, des élites, les vraies élites là, aujourd'hui, la jeunesse aujourd'hui, la vraie jeunesse est en train de chercher justement ces leaders-là pour s'inspirer d'eux. Est-ce qu'on peut les citer nommément? Parce qu'il y a certains qui parlent de Kernomone Nembo et aussi Gassama Diaby. Est-ce que ces gens-là peuvent être une référence pour la jeunesse? S'il vous plaît, vous pouvez répéter votre question, ça c'est grave, je n'ai pas très bien saisi. Je disais, puisque vous parlez des personnes qui peuvent être un leader, des vraies élites aujourd'hui, alors dans ce lot-là, on parle de Kernomone Nembo et de Gassama Diaby. Est-ce que selon vous, ces personnes pourraient être une référence, un exemple justement pour cette jeunesse aujourd'hui qui est en dérive? Bon, merci pour la question. Vous savez, la question relative à la confiance à un individu est tout d'abord une question, disons, personnelle, comme si je peux m'exprimer ainsi. Tout à fait. Bien évidemment, le grand comme Kernomone Nembo, les Gassama Diaby sont des icônes, sont des grands intellectuels en République de Guinée. Tout à fait, la réponse pourrait être positive. Mais vous savez, c'est une question de valeur, une question de considération, une question de patriotisme. Ces personnes, aujourd'hui, sont des patriotes. Et si elles sont mises à l'épreuve, sûrement, elles pourront servir la Guinée dans le bon sens, bien entendu. Alors, le dernier message, et le dernier mot ou dernier message, M. Diallo, quel message, justement, poignant, que vous pouvez adresser à cette jeunesse aujourd'hui qui se trouve malheureusement à la dérive, qui a une conscience naïve et dormante en République de Guinée? D'abord, je dirais c'est le patriotisme, l'engagement.
La jeunesse guinéenne doit être une jeunesse engagée. Et tout à l'heure, je vous disais tout de suite que c'est une question de grandeur. Et cette même grandeur ne se nourrit qu'à ceux qui sont prêts à l'accueillir. La question qu'il faut se poser, est-ce que la jeunesse guinéenne est prête à accueillir la grandeur? Si la réponse est oui, alors c'est cette même grandeur qui récompense, elle récompense l'audace. Donc la jeunesse guinéenne doit être une jeunesse audacieuse, intelligente en termes de stratégie, mais aussi de l'engagement. À l'absence de l'engagement, on ne peut rien faire, mais aussi de la formation. À l'absence de la formation, on ne peut rien faire. Parce que le grand Cheikh Anta Diop disait qu'à formation égale, la vérité triomphe. Donc, le message que je lance à la jeunesse guinéenne, c'est une question d'engagement que je soulève, une question de patriotisme, mais aussi une question de formation. Alors, justement, cette question de formation qui m'a fait à l'interview, merci d'avoir été notre invité sur le plateau de Diama TV. Merci beaucoup et je salue vos nombreux et nombreuses auditrices et auditeurs. Merci à Diama TV pour l'invitation. Merci. Alors, Merci. les milliers de téléspectateurs de Diama TV, nous avons eu le plaisir dans cet après-midi de recevoir M. Abdoulaye Bademba Diallo. Je le disais, il est juriste et publiciste, écrivain, auteur du livre intitulé Regard à la République, publié aux éditions Innov de Guinée. Il est essayiste et aussi il a publié tout récemment une tribune intitulée Les ongles du mal d'une Guinée qui s'enterre. Il est aussi ancien assistant au parquet de la répression des infractions économiques et financières en République de Guinée, la GRIEF. Merci de nous avoir suivis sur votre chaîne préférée, Diama TV. Et je remercie l'équipe qui m'a aidé à pouvoir réaliser cette interview, M. Ouri et son frère Terry. Allez, portez-vous bien, le programme se poursuit.